Patrick Pouyanné, alors Benoît Bazin vient de parler de beaucoup. Avec vous, revenir plus spécifiquement sur ce coût de l'énergie, sur lequel vous insistiez, bien plus élevé qu'aux États-Unis, bien plus élevé qu'en Chine. Comment l'industrie européenne ou l'économie européenne dans sa globalité peut-elle rester compétitive dans ce contexte ? Bon, il faut revenir, je pense, à des choses assez simples dans ce débat sur l'énergie. D'abord, nous n'aurons jamais un coût de l'énergie en Europe aussi compétitif qu'aux États-Unis. Pour une raison simple, les États-Unis ont toutes les ressources naturelles, sont le premier producteur de pétrole, le premier producteur de gaz, ont de l'espace pour faire des renouvelables, ils ont même du charbon. C'est un pays qui produit de l'énergie et qui est capable d'en maîtriser son coût de façon hyper compétitive. L'Europe, à l'inverse, on importe notre énergie. On importe notre énergie aujourd'hui fossile. Et ne rêvons pas, même si on parle de nucléaire, il faudra importer de l'uranium un jour. Lorsqu'on parle de énergie renouvelable, il y a des métaux critiques, il faut toutes les supply chains. D'ailleurs, la grande différence entre la Chine et l'Europe sur la partie énergie décarbonée, c'est que la Chine, elle a une vision holistique où elle a voulu contrôler la totalité de sa chaîne de approvisionnement, y compris les métaux critiques, le raffinage des métaux critiques. Alors que nous, Européens, on regarde uniquement le point final. Bon, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut, et je pense que dans ce débat, oui, le coût de l'énergie est plus élevé en Europe aujourd'hui qu'aux États-Unis et qu'en Chine, mais il y a plusieurs marchés dans le débat. Si on parle de compétitivité européenne, on parle profondément d'industrie, d'entreprise. Sachant qu'en Europe, il y a deux types d'entreprises. Il y a des entreprises qui exportent, puis il y a des entreprises, tout un tas de PME, qui font vivre le tissu européen. Et dans les entreprises qui exportent, il y a celles qui sont énergie intensifs, qui ont besoin de consommer de l'énergie. Le vrai sujet auquel aujourd'hui on a un problème de compétitivité, c'est pas finalement les entreprises qui sont sur le marché domestique et qui se battent avec les mêmes prix de l'énergie, c'est celles qui veulent exporter. C'est l'acier, c'est l'automobile, c'est le raffinage par exemple également, où là on a une question de la compétitivité du prix de l'énergie. Et on partira d'un niveau de production, de coût qui sera plus élevé, et la question c'est pour les États européens. Les États européens veulent-ils mettre en place des politiques, par exemple en détaxant cette énergie qui va être consommée par les industries exportatrices énergivores, ou non? C'est le programme Merz. Quand vous regardez ce que veut faire le chancelier Merz en Allemagne, il a un programme, et ça veut dire que politiquement, il faut expliquer aux consommateurs, à l'électeur, que oui, son énergie à lui, elle va coûter un peu plus cher qu'à celle, ou elle va coûter plus cher que celle des industriels. Mais le débat, il est là en fait. On part d'un niveau... Alors bien sûr, notre mission de tous les producteurs d'énergie et des États, c'est de baisser autant que possible ce coût de l'énergie. Il se trouve qu'on était subventionné par le gaz russe, qu'il a disparu du mix, et il ne va pas revenir de demain. Je pense que pour le faire... Il faut, bien évidemment, parce que le débat n'est pas... Et prix est un sujet de sécurité d'approvisionnement, donc tout ce qu'on peut produire sur notre sol européen est bienvenu. C'est du nucléaire, c'est des énergies renouvelables, il faut tout ça. Il faut simplement être capable, et c'est mon dernier message au niveau européen, je pense qu'il faut maintenant se dire que la seule façon de s'en sortir, c'est sûrement pas de raisonner comme on veut le faire aujourd'hui, aux bornes de chacun des pays. Il y a un continent européen, il faut approfondir, il faut refaire la CECA, quelque part. Il faut revenir aux pères fondateurs. Si on n'est pas prêt à faire une Europe de l'énergie en considérant collectivement le territoire européen comme étant le territoire, par exemple, nous on ne veut pas faire d'éoliennes en France, mais les Allemands ils aiment bien les éoliennes, faisons-les en Allemagne et faisons des centrales nucléaires en France. Et simplement, organisons l'interconnexion entre les pays. Il faut investir, je veux dire, et croire qu'on va industrialiser la France parce que nous on va garder notre nucléaire pour nous. Il se trouve que l'ancien nucléaire, le nucléaire existant qui a été inventé depuis 40 ans, il est très compétitif. Mais le nouveau nucléaire que l'on veut construire, il ne coûte pas 40 € du mégawattheure, il en coûte 100 à 120. D'ailleurs, dans le débat français, ça serait bien qu'on mette quelques chiffres un peu sur tout ça. Ça aiderait peut-être à pas tout mélanger. Et je pense que le nucléaire fait partie du mix. Mais simplement, il faut assumer ce qu'on va faire. Et le seul moyen, pour moi, de retrouver de la compétitivité, si on croit à l'Europe, c'est d'accepter chacun des pays de penser européen, d'optimiser le coût de notre énergie européenne. Encore une fois, nous sommes tous dans le même bateau, nous importons cette énergie, mais croire que le sujet, et c'est très profond pour moi dans tout le débat, c'est la bataille entre les pays européens. C'est de savoir qui est le plus compétitif. Franchement, nous sommes tous des nains face à
face aux États-Unis, face à la Chine, face aux grands pays du Moyen-Orient. Si on ne comprend pas qu'il faut approfondir le marché unique dans toutes ses dimensions, et j'en reviendrai dessus plus tard, je pense qu'on passe à côté. Donc effectivement, il faut croire à une souveraineté économique européenne, à une sécurité économique européenne, à ces concepts qui sont profonds Et je suis positif. Je pense qu'après, c'est la question des leaders d'embarquer les citoyens. Mais vous savez, on a fait l'euro pas à 27, à un certain nombre de pays, et c'est un grand succès. Donc on a démontré dans notre histoire qu'on sait mener des grands projets qui finalement sont bons pour tout le monde, malgré toutes les inquiétudes qu'il pouvait y avoir. Et peut-être parce qu'on a su raconter des histoires aussi à un moment, ce qui est un peu plus compliqué aujourd'hui. J'ai envie de vous demander, qu'est-ce que l'Europe ne fait pas pour vous donner les moyens d'être plus compétitif pour la décarbonation ou pour le reste, de manière générale? C'est quoi le message que vous auriez envie de passer à nos dirigeants, alors européens et français aussi? Vous savez, en Europe, malheureusement, la désindustrialisation va plus vite que la décarbonation. Le sujet, c'est pas la décarbonation, c'est est-ce qu'on veut garder l'industrie et les jobs? Parce que tel qu'on est parti, on va décarboner, mais on aura peut-être perdu les jobs industriels. Donc, et c'est vrai en Europe, c'est vrai en France, notamment, on l'a vécu. Moi, je pense qu'il faut, dans cette affaire, si on élargit le débat, repartir à ce que disait Léa Benoît, à l'origine du marché unique. Et en fait, on a construit une Europe profondément pour lutter contre l'inflation et pour les consommateurs. Et on en a dérivé tout un tas de politiques, et notamment la politique de concurrence en Europe, qui a fait qu'on n'a pas de champion européen. En fait, on dit qu'on a un marché de 400 millions, mais il n'existe pas. Je vais vous prendre un autre domaine, dans l'énergie j'en ai parlé, mais dans le domaine des télécoms et du digital, c'est évident. Aux États-Unis, vous avez 4 opérateurs, ou 5, qui se partagent un marché de 350 millions à l'échelle des États-Unis. En Europe, je ne sais pas combien on a d'opérateurs télécoms, on doit en avoir 4 par pays, 3 à 4 par pays, ça doit en faire 80. Aucun d'entre eux n'a la taille critique, aucun d'entre eux n'a pu faire l'investissement. C'est quand même, pour moi, je suis quand même assez choqué que dans un continent et nos pays où on a un haut niveau d'éducation, on a des tas d'ingénieurs, informaticiens, digital, on n'a pas aucun champion du digital européen et nous sommes obligés, nous, entreprises, d'aller mettre nos données dans des clouds d'Américains avec toutes les questions de souveraineté que ça pose et de sécurité dans un monde qui se multilatéralise, je dirais, et qui fait que les questions de souveraineté, de protection deviennent une vraie question de sécurité économique pour toutes nos entreprises. Donc, et ça, pourquoi on n'a pas ça? Mais parce qu'on a passé notre temps depuis 30 ans à considérer qu'il y avait 27 marchés. Je vois notre ami, je suis désolé, 27 régulateurs des marchés, au nom de je ne sais pas d'ailleurs quelle souveraineté, parce que je connais bien le marché des télécoms pour y avoir officié. Oui, il faut protéger quelques bandes de fréquences militaires. Le reste, honnêtement, je ne vois pas où est la souveraineté dans tout ça. Et donc, pour moi, ce que je retiens de ces rapports, les rapports, ils sont sympas, mais il faut passer à l'acte, c'est est-ce que nous arrivons enfin à nous mettre d'accord que la vraie niveau de souveraineté, elle est européenne, et que l'on vise des politiques, qui soient des politiques, non pas que pour les consommateurs, mais pour les jobs, pour les industriels, pour les entreprises. Et ça passe. Il y a un équilibre à trouver. On a perdu l'équilibre, on a poussé. Je pense que nos consommateurs sont très contents. Le prix du télécom en Europe, et vous payez vos mobiles 3 ou 4 fois moins cher qu'aux États-Unis. Simplement, vous n'avez pas le reste des jobs et de l'innovation qui va avec. Parce que tout ça, c'est un cercle vertueux. À vouloir faire toujours moins cher, on ne crée pas l'innovation. Donc je prends ce domaine. Moi, je pense que il faut. Et qu'est-ce qui coince là-dedans? Et je prouve que l'électrochoc actuel que nous vivons là depuis 5 ans, c'est profondément, il faut qu'on arrête d'être naïf. Le multilatéralisme, les gens n'en veulent plus. On avait construit un système idéal sans frontières. Moi, j'observe que même des grandes puissances, pour divers domaines, notamment la plus grande d'entre elles, reviennent sur eux. Donc nous, Européens, il faut qu'on change l'algorithme et qu'on se repense à notre souveraineté, mais ensemble. Si on tombe dans le piège de vouloir le faire chacun d'entre nous, je veux dire, on ne va pas aller très loin. Donc c'est vrai pour le digital, c'est vrai pour l'énergie, c'est vrai pour les capitaux, enfin pour les marchés. Est-ce qu'on a besoin? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir une grande place financière européenne où chacun a ses petites places financières? Parce qu'après on rentre dans ah oui, mais est-ce que c'est Francfort, est-ce que c'est Paris, est-ce que c'est Milan? Je suis pas sûr que le sujet soit celui-là, parce que quand on regarde la place, finalement les entreprises européennes à la fin elles disent on veut aller à New York, quoi. Donc il faudrait peut-être se poser des questions. Pas de provocation. Non mais je veux dire c'est tout cela qu'on observe. Nous, entreprises européennes. Donc moi, je suis optimiste, mais pour autant que l'on passe à l'acte. C'est-à-dire, et notamment sur cette politique de concurrence, il faut la réviser fondamentalement. Il faut accepter l'idée
non pas que Alstom se marie avec Siemens. Je suis désolé, quand on voit des trucs pareils, et à la fin, on a empêché la création d'un champion européen. Il faut créer des champions européens, sinon nous n'arriverons pas, et c'est le seul moyen de la compétitivité. Et après, s'il y a les champions européens, il y aura les impacts positifs pour nos PME. On saura irriguer les tissus industriels de l'ensemble de nos pays. Je suis bien sûr que je représente une grande entreprise, mais je le crois, donc je fais un appel. Alors après, on me dit on ne va pas y arriver à 27. Et je pense que oui, je pense qu'aujourd'hui, être 27, c'est trop compliqué. Je pense que on est politiquement 27, mais on ne peut pas avancer au même rythme économique. Mais je pense qu'il faut avancer par des coalitions de bonne volonté, comme on l'a fait, je le répète, sur l'euro, et puis petit à petit on en accueillera d'autres. Et il faut, dans les divers domaines, sur le sujet capitaux, si on est d'accord à 8 ou 10, alors bien sûr, il vaut mieux qu'au sein des premiers, il y a la France, l'Allemagne, s'il y a l'Italie, enfin quelques-uns des grands pays encore. Et puis on réglera les problèmes, on accueille. Mais je pense que notre modèle d'unanimité à 27 ou de vouloir embarquer tout le monde ne peut pas être un socle pour améliorer la compétitivité européenne. On fait en face de nous, regardez qui on a en face de nous. Vous croyez que les Américains, même si c'est un État fédéral, ils ne sont pas capables de faire voter leur Big Beautiful Bill en l'espace de 2 mois? On peut en penser ce qu'on veut, mais ils l'ont fait. Et dans un consensus, ils l'ont créé, mais 2 mois. Et les Chinois, on a en face de nous un système totalement monolithique, totalement contrôlé. Donc notre système, c'est bien beau de dire... Alors on me dit, les Européens, les divers peuples n'ont pas envie. Mais à un moment, le rôle du leader, c'est de porter une vision et puis d'engager les gens. Et puis, est-ce que tout le monde voulait l'euro? Non. La moitié des Français ne le voulaient pas. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens s'en plaignent? Non. Est-ce que les Français voulaient le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu? Non. On l'a fait et aujourd'hui, tout le monde est content. Donc je pense qu'à un moment, il faut dépasser l'idée et l'argument que j'entends trop, c'est les peuples veulent pas. Non, mais les leaders sont là pour porter une vision. On a du courage si on a une vision collective. Vous portez cette vision, et la vision aujourd'hui, c'est d'éviter que notre Europe se transforme en parc de loisirs, quoi. Voilà ce que je pense. Alors, attendez, gardez le micro 2 secondes, Patrick Pouyanné. Gardez le micro, parce que j'en reviens à ma question. Le message, il était pour les dirigeants européens et pour le dirigeant français. Le dirigeant français, qui est des grands pays de l'Europe, il doit absolument, lorsqu'il est cohérent entre ce qu'il dit à Paris et ce qu'il dit à Bruxelles. Voilà ce que je pense. Je pense qu'il faut porter cette vision. Il est là pour le porter auprès des Français. Et bien sûr qu'il doit faire tout ce qu'il peut pour créer des alliances, notamment avec nos amis allemands, mais aussi avec les Italiens, avec les grands pays. Mais après, il faut être courageux et porter cette vision. Et pas simplement dire j'ai besoin de plus d'Europe quand je suis autour du Conseil européen, puis à Paris, quand on rentre en France, dire ouais non mais ces Européens, ils font n'importe quoi. Non mais ça marche pas. Assumons, soyons courageux collectivement. Le courage, ça se crée... Enfin, je pense vraiment, c'est... Sinon, je ne vois qu'une lente dégradation. Une lente dégradation. Et à la fin, les grandes entreprises que nous sommes, bien sûr que nous sommes tous profondément français d'abord, européens ensuite, mais on doit aussi prendre des décisions rationnelles pour la future de nos entreprises. Et si on a le sentiment qu'en face de nous, on nous répond taxes supplémentaires, réglementation infernale ou je sais pas quoi, il faut bien voir, la transition écologique, énergétique, c'est un beau projet. Mais il faut voir comment on la met en œuvre. Est-ce que vous croyez que publier un rapport de 400 pages sur Total Energy a fait avancer le schmilblick? Non, ce qui fait avancer le schmilblick, c'est les 4 milliards que je mets chaque année dans les énergies bas carbone. Le rapport, il m'a servi à rien. Il m'a consommé à moi quasiment 15 jours de mon temps cette année. Parce qu'il a fallu le regarder avec des lawyers, etc. Donc, à un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Remettons-nous dans le monde réel. Le monde réel, c'est pas de faire des rapports et des réglementations. Le monde réel, c'est d'investir. Donc, donnons-nous les conditions pour investir. Et la transition, c'est très concret. Après, quand on me crée des règles diaboliques pour savoir si l'hydrogène vert, il est vert ou bleu ou je sais pas quoi, j'y comprends plus rien. Et ben, je vais pas le faire. Mais je vais vous donner un autre exemple qui est complètement absurde. La cybersécurité sur le réseau électrique et les fermes solaires. Aux États-Unis, il y a une règle. Ça a l'air de rien, mais c'est un sujet un peu technique, un peu micro, qui est la même partout aux États-Unis. C'est-à-dire que maintenant, j'ai la règle, je sais qu'est-ce que je dois faire pour connecter mes fermes solaires sur le réseau. Et où que je sois dans l'État américain, dans les États américains, je le fais. En Europe, il y a une directive. Et la directive s'est traduite par 27 textes. Ils ne sont pas les mêmes. Et donc, même sur un sujet pareil, je suis obligé d'avoir sur chacun des marchés, l'Allemagne, l'Espagne, la France, des spécialistes de cyber pour connecter mes fermes solaires. Est-ce que vous croyez qu'on est sérieux collectivement? Voilà. Donc, ça, ça a l'air bête, mais c'est à ça qu'on se heurte. Et donc, quand je dois faire une allocation de mes capitaux d'investissement renouvelables, où est-ce que je vais?
Voilà, voilà. Alors, comme je suis un peu bête, je vais quand même en France et en Europe, quoi. Voilà. Voilà. Benoît Bazin, se donner les moyens d'investir, d'avoir les investissements qui répondent aux enjeux, notamment sur tous ces sujets qu'évoquait Patrick Pouyanné, ça veut dire encore qu'on le veuille ou non. Des capitaux, la politique énergétique, on peut la faire à 3, 4, 5 ou 6, on avance, et le reste suivra. Enfin, je ne vais pas être d'accord avec Benoît. Je pense que le Green Deal, il faut quand même le revoir à l'aune du rythme auquel on peut le mettre en œuvre. Rentabilité du capital. Mais le Green Deal, il existe, il ne faut pas l'abroger, il ne faut pas faire des zigzags et des retours en arrière, il ne faut rien ajouter. Je pense qu'on peut trouver de la compétitivité à l'intérieur du Green Deal. D'ailleurs, les entreprises européennes sont plutôt en avance en termes d'innovation, de technologie, d'économie circulaire, de savoir-faire, d'attractivité. Donc ne perdons pas en faisant un retour en arrière de 10 ans sur ce sujet du Green Deal. En revanche, il ne faut pas en rajouter, il faut l'appliquer avec pragmatisme, vitesse d'exécution sur l'ensemble du marché unique. Donc moi je pense que c'est très très important d'avancer vite et donc vitesse d'exécution, pragmatisme. Et puis si effectivement l'union des capitaux, la politique énergétique, on peut la faire à 3, 4, 5 ou 6, on avance et le reste suivra. Enfin, je ne vais pas être d'accord avec Benoît. Je pense que le Green Deal, il faut quand même le revoir à l'aune du rythme auquel on peut le mettre en œuvre. Je pense qu'on est trop piloté par cette histoire de 2050, qu'on s'est désynchronisé du reste de la planète, qu'on le veuille ou non. Il ne faut pas perdre l'ambition, mais il faut trouver le bon rythme. Donc je pense que, et ce que nous disent les peuples d'ailleurs sur l'énergie, c'est qu'ils veulent de l'énergie pas chère. Ils veulent du Green Deal, mais pas cher. Donc il faut qu'on trouve un moyen quand même, quelque part, de relire ces textes à l'aune de l'ambition. Honnêtement, je suis quand même un peu surpris qu'au moment où on parle de problèmes de compétitivité en Europe, les rapports, le Draghi et l'État, l'Europe dise il va falloir faire moins 90% en 2040. Je suis désolé, je comprends la science. Là, pour le coup, je peux vous dire ça ne va pas nous aider. Hein. Donc voilà, donc je pense qu'il y a quand même un moment à relire tout ça à l'aune de tests de compétitivité, sans vouloir nécessairement tout abroger. Donc moi je pense qu'il y a un problème de rythme dans ce qu'on veut faire, et le faire tout seul contre le reste du monde, au passage, ça ne gère pas le problème du climat. Hein. Et moi je dis la même chose, Patrick, parce qu'on a déjà le Green Deal, le moins 90, c'est une invention sans poser la question aux entreprises. D'accord, donc on est d'accord, mais ils viennent de l'inventer. Oui, non, mais donc d'un côté, tu as les rapports l'État Draghi qui disent compétitivité, puis de l'autre côté, on te dit moins 90. On a déjà quelque chose, il faut déjà l'exécuter, plutôt que d'en inventer un nouveau, sans poser la question aux entreprises, parce que c'est ça qui dysfonctionne totalement. Soyons clairs, hein, je pense quand je dis ça, c'est pas que je sois pour rester à moins 55, c'est que je pense qu'il faut progresser. C'est une question de trajectoire. Et effectivement, tu as raison d'ailleurs, il y a l'European Roundtable, tout ça, on passe des heures à discuter, mais on ne nous consulte jamais. Et concrètement, il faut supprimer le principe de précaution de la Constitution, ce qui serait un signal gigantesque envoyé à tout le monde. Et je pense qu'il y a un espace, contrairement à ce qu'on pense, et le remplacer éventuellement par un principe d'innovation. Je pense qu'il faut envoyer des signaux forts, c'est ça qu'on attend des leaders politiques, pour envoyer les gens. Et effectivement, on a un système qui protège, qui d'ailleurs est pervers. J'ai dû répondre récemment à une commission d'enquête sur les aides aux entreprises. Mais pourquoi il y a des aides? Mais pour compenser toutes les charges qu'on a par ailleurs et les taxes. On peut enlever les aides si on enlève les taxes et libérer le système. C'est pas très compliqué. Il y aura beaucoup moins d'aides. Je ne vous réclame pas d'aide, mais il faut juste... Tout ce système, c'est pour compenser un système qui dérive. Donc il faut retrouver de la liberté. Et par exemple, d'ailleurs, pour revenir sur l'Europe, etc., en matière de décarbonation, ce qu'il faut, c'est fixer l'objectif de baisse d'émissions. C'est pas de donner les solutions aux entreprises. Ils n'ont pas besoin de nous dire si on doit faire de l'hydrogène vert, bleu ou grise. Qui nous dit juste... On veut que les émissions baissent. Et après, on se débrouillera tous ensemble pour trouver les bonnes solutions. Et on délivrera. Et on fera consensus à l'innovation dans les entreprises et dans les citoyens. C'est ça qu'il faut juste revenir. Des principes simples, soyons technologiquement neutres, faisons confiance à l'innovation, fixons juste le cap et on va trouver les moyens. Arrêtons de tout vouloir réglementer en créant des micro-marchés et auxquels, à la fin, ce qui bride l'innovation, contrairement à ce qu'on croit. Il ne faut pas croire au grand soir. Hein. Ça ne marche pas. Hein. C'est le meilleur moyen de rien faire. Je pense qu'il faut au contraire encourager nos leaders à aller dans une bonne direction. La bonne direction, pour moi, c'est plus de marché unique européen, plus d'intégration et laisser et croire aux entreprises. Musk a essayé de tout casser, il n'a pas réussi. Hein. Donc, ne croyez pas qu'on va y arriver comme ça.